Donc bonjour, donc moi on m'a demandé de faire un topo sur le bois marqueur de l'environnement. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Alors bon, voilà. Je vais vous parler d'une autre vision de la croissance secondaire, enfin d'une vision de la croissance secondaire. Vous savez tous qu'il y a une science qui s'appelle la dendrométrie, qu'on a couplée à des événements chronologiques, qui a donné la dendrochronologie et qui est utilisée pour comprendre les événements du passé. Et vous voyez par exemple sur cet échantillon de bois, ici 3 cernes très très fins, encore à nouveau 3 cernes très très fins, et on a pu mettre en évidence la présence de ces cernes très très fins avec 3 épisodes d'attaque d'une bête, la tordeuse du bourgeon de l'épicéa au Québec. Et donc vous pouvez voir là-dessus que finalement le bois ça peut être un marqueur de l'environnement biotique quand on fait des analyses a posteriori. Vous savez aussi tous que c'est aussi un bon marqueur des événements climatiques passés. Et si on regarde ici la taille des cernes sur un pin accroché de 1760 aux années 2000 à quelque chose près, vous voyez que la taille moyenne de ces cernes, c'est cette ligne-là, elle augmente au cours des années depuis 1700. Et ça, c'est à mettre en relation avec l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et donc la photosynthèse est de plus en plus efficace et globalement la taille moyenne des cernes sur cet arbre elle a augmenté. Et puis on peut voir des choses un peu plus précises. Donc vous voyez qu'il y a des années où c'est en dessous de la moyenne, et puis il y a des années où c'est au-dessus de la moyenne. Et puis par exemple en 1815 là, il y a eu une éruption par un volcan islandais, le Tambora, un volcan indonésien. Et vous voyez ce qui s'est passé là en 1816. La taille des cernes est devenue quasiment nulle. Et puis ça a duré plusieurs années parce que les émissions de ce volcan, elles ont été tellement importantes qu'elles ont amoindri le rayonnement. Il y avait tellement de particules qu'il n'y avait plus de rayonnement pour faire de la photosynthèse. Et donc ça s'est répercuté quand même pendant pas mal d'années. Et donc vous voyez que le bois, c'est quand même un très bon marqueur de l'environnement biotique, mais ça, vous en étiez persuadé. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut avoir une autre vision de la croissance secondaire, parce que quand on fait de la dendrochronologie, finalement, on analyse une croissance intégrée sur une année ou sur des saisons. Et cette croissance intégrée, elle résulte d'une croissance secondaire en continu. Et les premiers qui sont intéressés à ça, c'est quelqu'un qui s'appelait McDougall dans les années 20, qui a commencé à enregistrer de la croissance en continu, puis Fritz, qui est à l'origine de la dendrochronologie, qui a créé les premiers dendrographes. Et ces gens, sur du noyer, vous voyez, on trouve ici, quand on regarde en descendant comme ça veut dire que la croissance en diamètre augmente. Voilà, il y a 3 semaines d'augmentation de croissance en diamètre. Et puis on commence à voir qu'il y a des choses cycliques avec des augmentations puis des diminutions. Et donc, il y a des gens qui ont essayé d'améliorer ces techniques. Et ces gens, ils travaillaient à l'INRA. Il y a Jean-Gérard Huguet, dans les années 85, qui a créé un capteur de déplacement linéaire, ici un LVDT. Et puis, avec ce LVDT, il a créé un système qu'il a appelé Pepista, qui permet de suivre en continu le diamètre des arbres. Et donc, cette technique permet d'avoir une bonne connaissance de la croissance en continu des arbres. Et ça a été rapidement appliqué au pilotage de l'irrigation. Vous voyez ici des arbres en bleu qui sont irrigués, et puis sur des arbres en rouge, on arrête l'irrigation. Et donc vous voyez que les variations journalières dont je vous parlais tout à l'heure, la pente est plus faible. Ça s'arrête complètement de croître, alors que l'arbre en bleu, il continue à croître en diamètre. Et puis quand on reprend l'irrigation, l'arbre en rouge, il reprend une croissance en diamètre. Donc c'est utiliser cet outil pour piloter l'irrigation. Mais Pepista, c'est un super système. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui ont évolué. Et au PIAF, on a modifié un tout petit peu Pepista, on a fait améliorer le système. Et l'amélioration réside dans le fait que l'acquisition de données se fait par une centrale d'acquisition qui est dans un petit boîtier ici, qui a une alimentation électrique qui permet de tenir environ 1 an par 2 piles.
et puis qu'il n'y a plus de filaire, vous voyez que ça se fait sans fil, et puis qu'on peut émettre les données, soit par radio, par GSM, et puis avec ce petit logiciel qu'on a développé, ici on peut télécharger à distance, 40 mètres ou 80 mètres de l'arbre, les données, et donc on peut avoir des grandes quantités de données sur des croissances d'arbres dans différents environnements, en ville, en forêt, en fruitier, et voilà. Et ce logiciel permet rapidement d'avoir la croissance de ces arbres en continu. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on s'intéresse de plus près à la croissance des arbres en continu? Eh bien, vous avez ici des variations de diamètre en microns au cours d'une certaine période. Là, c'est le mois de mai, sur des EVA au Brésil, dans une plantation Édouard Michelin. Et puis, on peut voir que, vous voyez, quand il fait une journée avec, on va dire, des éclaircies, on voit que la croissance en diamètre augmente, et puis il y a une rétractation ici, et puis ça se remet à augmenter. Et donc on a des amplitudes maximales de contraction journalière. Et puis vous voyez que sur ce schéma, que quand il y a beaucoup de rayonnement, elle est beaucoup plus grande que quand il y a des éclaircies, et puis elle est beaucoup plus grande que quand c'est nuageux, où là il n'y a pas beaucoup de contraction. Et donc ça, c'est lié à quoi? Eh ben, c'est lié à une rétractation de la partie vivante du bois. Ici, vous avez du xylème, là, jusque-là, le cambium, du xylème, le cambium, et ben, tout ce qui se rétracte, c'est plutôt les tissus vivants, le phloème et l'écorce. Et ils se rétractent parce qu'ils perdent de l'eau. Donc, dans ces événements de rétractation, là, c'est dû principalement à des mouvements d'eau. Et donc, ça veut dire que ces tissus, c'est une réserve en eau. On appelle ça maintenant, il y a une capacité tampon hydrique des tissus vivants de l'arbre. Et vous voyez aussi que la croissance journalière, elle est liée à la capacité à faire de la photosynthèse, mais ça, vous le saviez. Alors, on peut rentrer dans le détail et montrer d'autres choses. Par exemple, si on garde des photopériodes comme on a sous nos climats, 12 heures de jour, 12 heures de nuit environ, et puis si on compare ça à 24 heures de jour en se disant, bah, si on les met en lumière continue, on va sûrement augmenter la croissance en diamètre. Et ben, si on regarde ici, les moyennes de ça, et ben, c'est pas vrai. On n'augmente pas parce qu'il n'y a pas que de la fixation de carbone. Il va falloir autre chose pour faire de la croissance en diamètre. Il faut aussi de l'eau. Et si on est en jour continu, il y a trop d'évaporation. Il n'y a pas assez d'eau pour faire la croissance en diamètre. Et donc, vous voyez qu'il faut à la fois du carbone pour la photosynthèse et de l'eau. Alors ça, c'est des manips qui ont été faites sur des arbres sur lesquels on avait mis un capteur dans la partie supérieure du tronc et un capteur dans la partie inférieure. Et vous voyez qu'ils ne se comportent pas du tout pareil. Vous voyez que la partie inférieure du tronc continue à faire de la croissance en diamètre ici, alors que la partie supérieure n'en fait plus. D'accord, il y a une différence. Et là, ça pose des questions et on se demande pourquoi. Eh bien, la piste, c'est qu'il y a sûrement le fait que l'arbre il est capable de mobiliser des réserves dans la partie inférieure du tronc qui lui permettent de faire de la croissance en diamètre, même à l'échelle journalière. Et pour confirmer ça, alors ça, c'est pas beau pour les gens qui font des sciences du bois. On fait de la décortication annulaire, et voilà le résultat d'une décortication annulaire. Ça veut dire qu'on enlève tous les tissus vivants, et puis l'arbre il va cicatriser, d'accord? Et là on fait une double décortication annulaire, une à ce niveau-là, une à ce niveau-là, et puis on met 3 capteurs, un dans la partie haute, un dans la partie médiane et un dans la partie inférieure, et on regarde comment cet arbre, il croît en diamètre. Alors vous voyez qu'il croît en diamètre jusqu'à ce qu'on fasse les décortications. Et puis quand on fait les décortications annulaires, celui qui est dans la partie inférieure, il s'arrête un peu de pousser. Celui qui est dans la partie médiane, il s'arrête beaucoup de pousser. Et celui qui est dans la partie haute, qui bénéficie de la photosynthèse, il continue à croître en diamètre. Et à nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir que celui qui a la plus faible croissance, c'est celui qui est dans la partie médiane, parce que lui, il n'a plus du tout de réserve et qui ne peut pas faire de la croissance en diamètre, alors que celui qui est dans la partie inférieure, ici, il fait encore un peu de croissance parce qu'il peut mobiliser des réserves qui viennent du bas. Alors, ça amène une autre vision. Voilà une autre application de ces mesures de croissance en diamètre en continu sur une plantation d'EVA en Thaïlande, où vous avez des EVA pendant la saison sèche, ici.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas de croissance en diamètre. La saison des pluies arrive, ils se mettent à pousser tous les deux. Et puis vous savez que l'EVA, c'est une plante qui est faite pour produire du latex. Et ben quand on les saigne, c'est tape, hein, la saignée, et ben vous voyez que ceux qui sont saignés, ils croissent en diamètre, mais ça va beaucoup moins vite que ceux qui sont pas saignés, parce que la saignée, c'est un puits de carbone très, très important, et donc ça joue sur la croissance en diamètre. Mais donc il faut avoir une... Voilà, ça donne une autre vision de la croissance annuelle secondaire. Et puis, maintenant, je voudrais vous en donner une autre. Pour l'instant, on vient de voir le bois, des variations quantitatives, hein, de croissance, mais on peut s'intéresser aussi à des variations qualitatives en analysant les réserves du bois. Et Wargo, dans les années 80, a fait des colorations au Lugol de cernes d'érable à sucre. Et vous voyez, et en gros, sur ce schéma, ce qu'il faut voir, c'est que plus c'est dense, plus il y a des réserves d'amidon, d'accord ? Et donc, vous voyez que suivant les mois de l'année, eh ben, il y a un profil de réserve qui n'est pas le même. Et puis que ici, là, jusque-là, il n'y a plus de feuilles sur ces érables à sucre. On est en période hivernale. Mais avant le débourrement qui doit se passer au mois d'avril ou mai, eh ben là, l'arbre, il prépare et il utilise ses réserves pour pouvoir faire de la croissance en diamètre. Et puis, vous voyez qu'il les utilise beaucoup, là, pendant le débourrement et au moment du début de la croissance. Et puis après, ça se reconstitue. Et puis on peut voir aussi que ces réserves ne sont jamais totalement épuisées. Donc ça, ces réserves, ça peut constituer aussi un marqueur de l'environnement. Alors on retrouve ça sur des noyers à Clermont-Ferrand, des noyers de 18 ans. Et si on s'intéresse aux glucides totaux sur une période automno-hivernale, vous avez les sucres totaux ici avec amidon et sucre soluble. Et puis en bleu, en rouge, vous avez l'amidon. Et en bleu, les sucres solubles, saccharose et glucose. Et vous voyez qu'au cours de l'automne et de l'hiver, eh ben, ces noyers, ils font une interconversion entre l'amidon et les sucres solubles. D'accord ? Ils utilisent les réserves d'amidon pour les transformer en sucres solubles. Et ça va permettre aux noyers de résister au gel. Et dans le cas du noyer, de réparer l'embolie hivernale. Alors, mon collègue tout à l'heure vous a parlé d'embolie. L'embolie, c'est la formation de bulles d'air dans les vaisseaux. Hein, qui est provoqué par des cycles de gel-dégel. Et un dernier exemple pour vous montrer que les réserves c'est important. Par exemple, vous avez ici sur la gauche un platane qui est maintenu en conduite libre et vous voyez que les réserves, c'est les teneurs en amidon ici, donc là c'est 150 à 200 mg par gramme de matière sèche, elles sont principalement localisées à la base du tronc et en gros à chaque ramification, et puis que dans les grands entrenœuds, on va appeler ça des grands entrenœuds, il n'y en a pas trop. Et par contre que si on conduit ces platanes avec une taille en rideau, et ben vous voyez que ça modifie le profil des réserves dans cet arbre et que finalement, avec ce profil de réserve, on peut avoir un marqueur de l'environnement, cette fois anthropique, qui est la taille effectuée par l'homme. Donc ça, c'était des réserves. Maintenant, sur l'anatomie du bois, c'est une figure qu'on vous a déjà montrée. Ça, c'est un bouleau d'été. Vous voyez avec des gros vaisseaux ici, des fibres. Et puis, personne n'a parlé de rayons. Donc moi, je voudrais parler des rayons, hein, qui sont dans ce sens-là et qui sont vivants. Et puis, vous voyez qu'en été, tous les vaisseaux, ils sont pleins d'eau, ils sont fonctionnels. Et puis qu'en hiver, il y en a qui sont encore pleins d'eau, mais il y en a qui sont vides, comme ces gros vaisseaux ici. Et c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'est ça l'embolie hivernale. Et donc, suivant qu'on prend le bois en été ou le bois en hiver, il n'a pas la même anatomie, en tout cas, il n'a pas la même fonction. Et on pourrait se demander, moi je ne sais pas, je vous poserai la question d'ailleurs, si ça a des conséquences sur les propriétés du bois. Voilà, à quelle période on le prélève. Et alors ça, on vous en a parlé un tout petit peu aussi à travers la présentation du poster tout à l'heure. Ça, c'est une bille de chêne dont on a coloré au rouge neutre le dernier cerne conducteur. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'un cerne conducteur. Tous les autres ont été embolisés par les années précédentes. Et bien là, si on fait un cycle gel-dégel, un seul, ce trait rose, il va disparaître. On va emboliser les vaisseaux conducteurs de ce cerne en un seul cycle gel-dégel sur du chêne. On regarde maintenant ici un coniférophyte, voilà. Et ben vous voyez ici tous les vaisseaux sont pleins. Enfin là c'est des trachéides, hein, elles sont pleines.
On fait 20 cycles gel-dégel, on commence à en avoir certaines qui sont embolisées. Et pour les emboliser toutes, et on n'y arrive même pas, il faut 120 cycles de gel et de dégel. Et c'est ce qui explique, maintenant, on voit l'impact de la taille et du nombre des vaisseaux, mais surtout de la taille, sur la répartition altitudinale des arbres, les coniférophytes étant beaucoup plus résistants que les angiospermes, les feuillus, en général. Et puis, la croissance secondaire et les bois de réaction, donc ça, vous connaissez. Et ce qu'on a tendance à trouver dans les livres, c'est que quand on a une pente, chez les coniférophytes, on met du bois de compression sur la face inférieure, et puis chez les angiospermes, il y a du bois de compression du bois de tension, pardon, sur la face supérieure, et ces deux types de bois leur permettent de se redresser. Et puis quand on regarde celui-là, vous voyez qu'il n'a pas poussé sur une plante inclinée, d'accord ? Mais par contre, son tronc est incliné, et si on analyse un peu les cernes de cet arbre, on s'aperçoit que dans cette partie-là, il a du bois de tension, et puis dans cette partie-là, il a du bois normal. Ça veut dire que le bois de tension, ou le bois de compression, est peut-être pas toujours lié à une inclinaison. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que les bois de réaction, parce que ça marche pour les deux, ils se forment en fonction de deux choses, l'inclinaison, mais aussi la courbure, dans une dynamique de redressement. Alors j'y reviendrai à ma dernière diapo, mais ce que je voudrais que vous soyez convaincus, c'est que les arbres ils sont capables de percevoir leur déformation et leur courbure en temps réel pour se redresser. Alors ça, on peut le voir chez du pin maritime. Ça, c'est la première saison de végétation, ils n'avaient pas été inclinés. On les a inclinés au bout de cette saison de végétation, là, à 35 degrés. On les a défeuillés et puis on fait des coupes à différentes hauteurs dans cette tige. Et puis on regarde la localisation du bois de tension. Et vous voyez qu'à la base de la tige, ici, il y a du bois de réaction, pardon, c'est du bois de compression de ce côté. Il y a du bois de compression de ce côté. Et puis, à partir du moment où on les a inclinés, là, vous voyez que cette fois, il y en a des deux côtés. Donc il est capable d'en former sur les deux faces. Et puis, vous voyez qu'il s'est redressé, mais vous voyez qu'à un moment, il s'est même décourbé. Alors pour se décourber, il met du bois de réaction de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc un arbre, il met du bois de réaction, que ce soit tension ou compression, d'un côté ou de l'autre, en fonction du besoin de redressement qu'il a. C'est ça ce que je voudrais vous faire sentir. Et ça existe aussi chez du peuplier. Vous voyez, ça c'est des peupliers qui ont été inclinés à 35 degrés là, et puis on a suivi leur redressement au cours du temps. Et même chose, si on fait des coupes, 0 c'est à la base du peuplier, 150 c'est à 1,50 m d'auteur, on voit qu'il y a du bois de tension sur les deux faces, il y en a même tout autour. Voilà, donc ça veut dire qu'il s'est orienté et redressé plusieurs fois. Et puis si on fait une coloration à la safranine dont nous a parlé Bruno Clerc tout à l'heure, on voit qu'il y a du bois de tension avec de la couche G, caractéristique du redressement gravitropique. Alors, on peut relier ça donc, à des propriétés mécaniques. Donc, toujours sur des peupliers, là, c'est des hybrides qu'on a inclinés à 35 degrés et qu'on a laissé libre de se redresser. Et par la technique dont vous a parlé aussi Bruno Clerc tout à l'heure, on a mesuré les déformations longitudinales résiduelles de maturation avec des jauges. Et on a mesuré, vous voyez ici, le différentiel entre les deux faces. Et vous voyez que le différentiel entre les deux faces, au cours du temps d'inclinaison, il va changer de signe, ce qui indique bien qu'il y a du bois qui se met en place sur les deux faces et que les propriétés mécaniques, elles évoluent au cours du temps sur les faces et elles ne sont pas les mêmes. Et si on regarde ce qui se passe par rapport à un témoin incliné, mais cette fois tutoré, on l'empêche de se redresser, vous voyez que les DRLM, ils ont complètement une autre tête, parce que là, ils se forment du bois de tension que sur une seule face. C'est bien connu, ils ne s'en forment pas sur l'autre. Et donc, vous voyez qu'il y a une très grande différence entre les arbres qu'on a laissés libres de se redresser et ceux qu'on n'a pas laissés libres de se redresser. Et puis, je voudrais terminer en vous disant... Donc ça, c'était des mouvements d'inclinaison qui sont relativement bien connus. Ce qui est un peu moins bien connu, c'est que la croissance secondaire, elle est assez sensible au vent.
Et donc, le vent, ça génère... Alors, il y a des gens, on peut débattre de ça, mais globalement, ça génère quand même des flexions de tiges et de troncs, mais plutôt des flexions de tiges, et puis des vibrations. Et nous, on a essayé de mimer l'effet du vent en appliquant, je vais vous montrer tout à l'heure, des flexions. Et puis en gros, un vent moyen, ça a des fréquences de 1 à 5 Hz, donc ça veut dire que ça fait 60 à 300 flexions par minute, donc vous voyez qu'il est capable d'en subir beaucoup des flexions. Donc nous, on a travaillé sur des peupliers en hydroponie, là, parce que c'est facile, ça pousse vite, et puis on peut faire plein de trucs. Et puis on peut faire notamment des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on peut les fléchir, et connaissant le rayon de courbure de ce cylindre ici, on peut calculer exactement la déformation qu'on va appliquer à cette portion de tige. On fait ça avec un moteur à une vitesse constante et on mesure la croissance en diamètre de cette portion de tige. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis cette photo, c'est simplement pour vous montrer qu'on fait des flexions à la base de la tige. Et puis on va faire sur des peupliers de 3 mois, on les a fléchis 6 fois par période de 2 flexions qui sont espacées de 24 heures. Et puis on attend 3 jours que l'arbre récupère et on refait 2 flexions espacées de 24 heures. Et donc ça, vous voyez, c'est une coupe dans cette partie-là de la tige, donc qui n'a pas subi la déformation. Et vous voyez que c'est relativement homogène et qu'on voit rien de particulier. Dans cette partie-là qui a subi la déformation, j'espère que vous voyez ici 3 cernes, là, 3 cercles où il est apparu. Si on fait une coloration à la safranine, un bois avec de la couche G dont vous a parlé tout à l'heure Bruno Clerc, qui ressemble beaucoup à du bois de tension. Alors dans la communauté des mécaniciens, il y en a qui appellent ça du flexure wood, ou les biologistes, il y en a qui disent c'est du bois de flexion, il y en a d'autres qui disent c'est du bois de tension. Et ben le débat est ouvert parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est. En tout cas, du point de vue des propriétés mécaniques, on est en train d'étudier, nous, d'essayer d'étudier en collaboration avec des gens, si ça a les mêmes propriétés que le bois de tension ou pas. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que sous l'effet du vent, en tout cas sous l'effet de flexion artificielle, on est capable de produire du bois avec de la couche G, donc qui a des propriétés mécaniques différentes. Et puis, une dernière chose, vous voyez que ce bois, il a été... Ça, c'est une coupe de la face qui est contre le cylindre. Vous voyez qu'il n'y en a quasiment pas du côté de la face qui est opposée au cylindre. Donc, il y a peut-être une perception différente suivant que c'est en compression ou en tension, même s'il y a des déformations dans les deux cas. Voilà, et donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a des questions? Bernard? Oui, c'était très intéressant. Le dernier avec la flexion, est-ce que tu as une idée du niveau de déformation atteint? L'impression que c'est quand même un niveau de déformation, je veux bien dire, en delta L sur L, qui est atteint côté tendu, côté comprimé. Alors, on a essayé de pas trop dépasser 2%. C'est beaucoup quand même. Ce qui est beaucoup. Ouais, voilà. Mais voilà. On a refait des manips en essayant de ne pas dépasser 1%. On obtient les mêmes résultats, mais c'est plus faible. On a moins de boîtes de tension de produit, enfin de boîtes de flexion. Et si tu restais à 5 pour 1000, qui est déjà plus cohérent avec ce qui se fait, ce qui est on n'a pas fait ces ordres de grandeur. Et donc il y a quand même des fortes. Ok, merci. Mais faut regarder ça de près, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voulais juste dire que j'étais un peu étonné par le résultat final là, sur le bois de tension comme bois de flexion, parce que c'est pas les mécaniciens qui appellent ça bois de flexion, c'est Frank Teleski qui a appelé ça Flexure Wood en 1989, et qui est un pur physiologiste pour le coup, qui n'est pas mécanicien du tout. Et du coup, je l'ai vu encore récemment, et il me semblait que moi, Eric Badel, il m'avait dit, parce que ce qui se dit habituellement, c'est que le bois de flexion, il ressemble plutôt à du bois de compression, c'est du bois plus souple avec microfibrille. Donc vous êtes les premiers, donc ça mérite de la confirmation. Si vous trouvez du bois de flexion qui est du bois de tension, vous êtes les premiers à avoir vu ça, quoi. Donc il faut le. En tout cas, quand on fait une coloration safranine, on n'est pas allé plus loin. Voilà, on voit une couche G très nette, qui est beaucoup plus fine que quand on fait
de la réaction gravitropique. Bruno Clerc vous a montré des couches G très épaisses. Nous, elle est beaucoup plus fine, mais elle est liée à 2 flexions à 2 jours d'intervalle. Donc on peut comprendre qu'elle est beaucoup plus fine, quoi. Ok. Parce qu'Eric m'a aussi montré des trucs qui étaient chez vous, du coup, avec du bois de flexion, pour le coup, chez des feuillus, donc chez le peuplier, qui avait un module d'élasticité beaucoup plus faible. Donc c'était pas du bois de tension. Enfin, donc ça mérite. De toute façon, c'est normal, c'est des trucs qui sont en train d'être faits, mais pour l'instant, c'est de la science en marche, quoi. Je veux dire, on n'a pas de résultats diffusables un peu général. Et donc, moi, je pense que vous voyez que les conditions de sylviculture vont être importantes sur la qualité du bois. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui travaille là-dessus, sur revisiter la sylviculture pour comprendre ou utiliser les effets du vent sur la qualité du bois. C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi? Et sinon, j'avais une question, du coup, je peux garder le micro. J'avais une question qui n'avait rien à voir, c'était juste un éclaircissement, c'était par rapport aux réserves. Donc là, je sors de mon champ d'habituel. Si j'ai bien compris, habituellement, quand vous dosez des réserves, c'est des milligrammes, c'est une question de physicien, c'est des concentrations, donc c'est des milligrammes par gramme de matière sèche, c'est ça. Oui. Et en fait, par exemple, le truc sur l'érable à sucre, quand on met du Lugol, et puis le sens fonctionnel des réserves, ça serait plutôt une quantité de réserve par rapport, alors je sais pas trop à quoi, par rapport à une surface fonctionnelle. Enfin, c'est plutôt des histoires de surface ou de volume, quoi. Donc je voudrais savoir s'il y a déjà des gens qui ont réfléchi comme ça, parce que c'est pas tout à fait pareil, quoi. Je sais pas. Ouais. Il y a encore un peu de temps, si vous voulez, pour une ou deux questions. Merci. J'avais une question par rapport au rôle des réserves. Cette disponibilité des réserves, c'est que dans l'aubier? Parce que sur des images que tu montrais, je ne me rendais pas compte. Est-ce que dans les zones duraminisées, il y a moyen de réutiliser des réserves ou qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Dans les zones duraminisées, c'est complètement mort et il n'y a plus moyen de réutiliser les réserves. Par contre, dans l'aubier, c'est très efficace. Et il y a des réserves locales dans le bois. Les rayons dont on parle, là, ils ont encore des réserves. Les rayons ligneux, eux, ils sont gorgés de réserves. Et l'arbre, il est capable de mobiliser ça assez rapidement pour faire de la croissance en diamètre. Mais pas dans le duramen. Merci. L'autre truc, c'était quand je vois les manips là où vous fléchissez, et puis qu'on voit qu'avec très peu de stimulus, on obtient de la production de couches G. Ça donne envie d'essayer de le stimuler un coup dans chaque sens, là, tous les 2 jours. Est-ce qu'on serait capable de faire du bois 100% couche G de partout? Ça intéresserait les gens qui cherchent à faire du sucre. Nous, pour l'instant, ce qu'on a montré, c'est que si on fait une flexion dans un sens ou dans les deux, c'est la première qui est perçue. Dans l'autre sens, ça a peu d'effet sur la nature du bois. Voilà. Donc ça n'a pas l'air si facile que ça de pouvoir faire une production homogène de bois à couche G.